Les maisons de Whitmore Lane, à Plano, au Texas, ne murmurent pas de secrets. Elles les enfouissent, sous des pelouses impeccables, des garages pour 3 voitures et des lumières de Noël approuvées par l'association des propriétaires. À l'automne 2021, la maison la plus admirée de cette rue appartenait à Rachel et Derek Calloway. Pour tous ceux qui passaient devant, les Calloway incarnaient le rêve américain. Rachel, 41 ans, avait créé de toutes pièces Calloway Interior Group, une entreprise de design d'intérieur commercial qui avait décroché des contrats avec 3 grandes chaînes hôtelières, 2 projets d'agrandissement d'hôpitaux dans la région de Dallas et un portefeuille d'une valeur totale de plus de 2 millions de dollars. Elle avait accompli tout cela tout en élevant 2 enfants, en siégeant au conseil d'administration d'une association locale à but non lucratif pour l'entrepreneuriat féminin et en continuant à assister aux matchs de la Collin County Soccer League le samedi matin. Derek, 44 ans, était charmant, comme le sont souvent les directeurs commerciaux, expérimentés, chaleureux, toujours prêts à serrer la main. Il avait travaillé dans la vente de produits pharmaceutiques pendant 15 ans. Il gagnait bien sa vie. Pas autant qu'elle, mais bien. Leurs voisins, les Harmon, ont déclaré plus tard aux enquêteurs « Il semblait être un modèle, vous voyez ? Le genre de couple que l'on regarde en se disant « Voilà ce vers quoi nous tendons ». Mais derrière les portes closes de Whitmore Lane, les fondations se fissuraient depuis des années. Rachel avait confié à sa meilleure amie, Carla Simmons, une avocate spécialisée dans l'immobilier à Frisco, que son mariage lui semblait vide depuis au moins 2018. Elle disait que Derek avait changé lorsque l'entreprise avait vraiment décollé, se souviendra plus tard Carla. Comme si quelque chose avait changé en lui. Il avait commencé à poser des questions sur les comptes, les investissements, la structure de la LLC, des choses dont il ne s'était jamais soucié auparavant. Rachel avait soigneusement séparé les finances de son entreprise. Son avocat lui avait conseillé de maintenir cette structure dès le début. En vertu de la loi texane sur la communauté de biens, les revenus gagnés pendant le mariage sont généralement considérés comme des biens communs. Mais l'entreprise de Rachel avait été fondée 2 ans avant le mariage. Elle pensait que sa participation initiale était protégée. Elle était sur le point de découvrir à quel point Derek n'était pas d'accord. En août 2021, Rachel a déposé une demande de divorce au greffe du comté de Collin. La procédure s'est déroulée dans le calme, une simple formalité en termes juridiques. Mais elle s'accompagnait d'un formulaire de divulgation financière, comme l'exige le Code de la famille du Texas, qui exposait pour la première fois dans un document juridique l'étendue totale de ce que Rachel Calloway avait construit. 2 millions de dollars d'actifs commerciaux, une 2e propriété à Rockwall, des comptes de courtage, des bénéfices non distribués. L'avocat de Derek a reçu les documents un jeudi. Selon les relevés téléphoniques obtenus par la suite par le département de police de Plano, Derek a appelé son frère le soir même. L'appel a duré 41 minutes. Son frère, Craig Calloway, invoquera plus tard son droit au 5e amendement et refusera de témoigner. 3 semaines après le dépôt de la déclaration financière, Rachel Calloway ne s'est pas présentée à une réunion avec un client prévu à 9h dans son bureau de Plano sur Legacy Drive. Son assistante, Megan Torres, a appelé son téléphone portable à 6 reprises. Elle a ensuite appelé Carla, puis elle a appelé le 911. L'escalade 2020 de Rachel a été retrouvée garée dans le garage de Whitmore Lane. Son ordinateur portable était ouvert sur l'îlot de cuisine. Sa tasse de café était encore chaude. Rachel a été retrouvée dans la chambre principale. Elle avait été étranglée. Derek Calloway n'était pas à la maison. Sa localisation, comme le montrent les données des antennes relais, le plaçait à une 60aine de kilomètres au sud, près de Waxahachie, au moment où le corps de sa femme refroidissait sur le sol qu'ils avaient partagé pendant 11 ans. Il avait préparé un alibi. Ce que les enquêteurs ne savaient pas encore, c'était depuis combien de temps il le préparait. L'inspectrice Lena Vasquez, du département de police de Plano, travaillait sur des affaires d'homicide depuis 9 ans.
Elle avait appris à lire une scène de crime, comme certaines personnes lisent la météo. Non seulement ce qui s'y trouvait, mais aussi ce qui aurait dû s'y trouver et qui n'y était pas. Ce qui l'avait d'abord frappé dans la maison des Calloway, sur Whitmore Lane, ce n'était pas le corps. C'était l'absence de chaos. Aucune effraction, aucun signe de lutte dans le couloir ou le salon. Le système d'alarme, un dispositif de sécurité Ring relié au téléphone de Derek, avait été désactivé à 6h14 ce matin-là. La porte d'entrée avait été ouverte et refermée une fois à 6h21. Le téléphone de Rachel était sur la table de chevet, déverrouillé. Son dernier SMS, envoyé à 6h09 à Megan Torres, disait « J'ai quelques minutes de retard. Garde-moi un collache. » Elle n'est jamais sortie de la chambre. Derek Calloway s'est présenté volontairement au commissariat de Plano à 14h17, le même après-midi, avant même que les détectives ne lui aient officiellement demandé de se présenter. Il est arrivé vêtu d'une chemise Oxford repassée, accompagné de son avocat, Thomas Greer du cabinet Greer & Pallister à Frisco, un détail que Vasquez a immédiatement remarqué. Il avait déjà un avocat, avant même que nous lui ayons posé la moindre question. Le récit de Derek était si précis qu'il en était gênant. Il a déclaré avoir quitté son domicile vers 6h20 pour ce qu'il a décrit comme une journée personnelle, quelque chose qu'il prétendait faire de temps en temps lorsque le stress au travail devenait trop pesant. Il a pris la route US 75 vers le sud, s'est arrêté à Buc-ee's à Ennis pour faire le plein et acheter un sandwich pour le petit déjeuner. Puis, s'est garé près de Waxahachie Creek pour se vider la tête. Il a présenté un ticket de caisse de la station-service daté de 7h43. Waxahachie, à 65 km au sud de Plano. Il a déclaré ne pas avoir parlé à Rachel ce matin-là. Il a déclaré ne pas avoir su que quelque chose n'allait pas avant que son avocat ne l'appelle. Il a pleuré, brièvement, efficacement, puis s'est ressaisi. Vasquez l'a observé pendant tout ce temps. À première vue, l'alibi tenait la route. Les données des antennes relais confirmaient que son téléphone avait été détecté par des antennes situées le long de la route US 75 en direction du sud. Le ticket de caisse du Buc-ee's était authentique. Une caméra de la station-service avait filmé son Silverado en train de s'arrêter à 7h41. Mais Vasquez avait un problème. Les images de la sonnette Ring prise à 6h21 montraient Derek sortant par la porte d'entrée, tirant un petit sac de voyage. Cela était normal. Ce qui n'était pas normal, c'est que le même système ne montrait aucune autre entrée ou sortie après le SMS de Rachel à 6h09. Cela signifiait que si Derek était parti à 6h21 et que Rachel était encore en vie à 6h09, il y avait un intervalle de 12 minutes. Le médecin légiste, le docteur Patricia Odom, du bureau du médecin légiste du comté de Collin, a estimé l'heure du décès entre 6h et 6h45. 12 minutes suffisaient. Carla Simmons a rencontré Vasquez le deuxième jour de l'enquête. Elle n'a pas attendu qu'on lui demande. Elle a apporté des emails imprimés. « Rachel m'a envoyé ceci il y a 3 semaines », a déclaré Carla en faisant glisser un dossier sur la table. Après le dépôt de la déclaration financière. Les emails provenaient du compte personnel de Rachel. Dans l'un d'eux, daté du 4 septembre, elle écrivait « Derek a vu les chiffres. Il est devenu très silencieux. Pas silencieux de colère, silencieux de calcul. Je n'ai jamais eu peur de lui auparavant, Carla. Je ne sais pas quoi faire de ce sentiment. » Dans un deuxième email, envoyé le 9 septembre, il m'a demandé, de manière très désinvolte, si l'entreprise lui reviendrait s'il m'arrivait quelque chose. Je lui ai répondu que cela ne fonctionnait pas ainsi. Il a souri et m'a dit qu'il était simplement curieux. Vasquez a lu les 2 emails 2 fois. Elle a ensuite demandé une analyse financière complète de Derek Calloway. Les résultats de cette analyse n'ont pas tardé à arriver. Derek avait ouvert un 2e compte courant chez Chase en juillet, 2 mois avant que Rachel ne demande le divorce et 1 mois avant qu'elle ne lui dise qu'elle envisageait de le faire.
Le compte avait reçu 3 virements, chacun d'un montant légèrement inférieur à 10 000 $, provenant d'un compte d'épargne commun que Rachel ne surveillait pas de près. Selon la loi du Texas, le transfert délibéré de biens matrimoniaux avant une procédure de divorce est considéré comme une fraude à la communauté. Mais l'inspectrice Vasquez ne pensait plus au tribunal civil. Elle pensait à un homme qui avait discrètement transféré de l'argent, engagé un avocat à titre préventif, construit un alibi de 65 km et s'était assis en face d'elle sans trembler. Il ne se comportait pas comme un mari en deuil. Il se comportait comme un accusé. La question n'était plus de savoir si Derek Calloway avait quelque chose à voir avec la mort de sa femme. La question était qu'il avait aidé à planifier cela et depuis combien de temps. La demande d'expertise financière atterrit sur le bureau de l'agent spécial Donna Pruitt de l'unité des crimes financiers du département de la sécurité publique du Texas à Dallas. Pruitt avait passé 12 ans à démêler des transferts d'actifs frauduleux, des sociétés écrans et des comptes cachés. Elle avait un jour décrit son travail comme la lecture de l'autobiographie que les gens écrivent sans savoir qu'ils l'écrivent. Derek Calloway en avait écrit une longue. Tout avait commencé par 3 virements, chacun d'un montant de 9 800 $, effectués depuis le compte d'épargne commun vers le compte Chase secondaire ouvert en juillet. Le montant n'était pas fortuit. Les exigences fédérales en matière de déclaration obligent les banques à signaler les transactions supérieures à 10 000 $. Derek avait maintenu chaque virement juste en dessous de ce seuil. Structuration. Une technique. Pas une coïncidence. Mais ce n'était que le début. En approfondissant l'histoire financière de Derek, Pruitt a révélé quelque chose qui a redéfini toute la chronologie du mariage. À partir du début de l'année 2019, soit 2 ans avant que Rachel ne demande le divorce, Derek avait effectué des retraits réguliers en espèces sur un compte courant personnel. Modeste au début, 200 ici, 300 là. En 2020, les retraits avaient augmenté. À la mi-2021, il avait transféré environ 34 000 $ en espèces grâce à des transactions soigneusement structurées pour éviter toute détection. La destination de cet argent n'était pas immédiatement claire. Mais un paiement sortait du lot. Le 3 août 2021, 17 jours avant que Rachel ne demande le divorce, Derek avait émis un chèque personnel de 8 500 $ à l'ordre d'une entité simplement enregistrée sous le nom de VTK Consulting LLC. Pruitt a vérifié l'enregistrement de la LLC dans la base de données du secrétaire d'État du Texas. VTK Consulting LLC avait été enregistré en avril 2021. Son agent enregistré était un homme nommé Victor Tran Kowalski, âgé de 38 ans et originaire de Garland, au Texas, qui avait déjà été arrêté pour voies de fait graves en 2014 et pour possession d'armes en 2017, mais dont l'accusation avait été rejetée. Victor Kowalski n'avait aucune activité de conseil vérifiable, pas de site web, pas de profil LinkedIn, aucune adresse professionnelle autre qu'une boîte postale UPS Store sur Garland Road. Vasquez avait trouvé sa deuxième personne d'intérêt. Le département de police de Garland a convoqué Kowalski pour l'interroger un mardi matin, 2 semaines après le début de l'enquête. Il s'est présenté sans avocat, une décision qui, selon Vasquez, suggérait soit de la confiance, soit de la stupidité. D'après son expérience, ces 2 choses semblaient souvent identiques, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Kowalski était calme. Il a reconnu connaître Derek Calloway. Il a déclaré les avoir rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune dans un stand de tir à Rolette en 2020. Il a déclaré que les 8 500 $ étaient destinés à des services de conseil en sécurité, afin d'aider Derek à évaluer les vulnérabilités d'un bien immobilier qu'il prétendait posséder à Mesquite. Il n'y avait aucun bien immobilier enregistré au nom de Derek à Mesquite. Lorsque Vasquez le lui a fait remarquer, Kowalski a haussé les épaules. Peut-être était-il enregistré sous le nom d'une SARL. Je ne demande pas à mes clients comment ils détiennent leurs actifs. Il a été libéré dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Mais avant qu'il ne quitte la pièce,
Vasquez a fait glisser une photo sur la table. Une image capturée par une caméra de sécurité Quick Trip sur Jupiter Road à Garland, datée du 18 septembre 2021. 4 jours avant la découverte du corps de Rachel. L'image montrait le Silverado de Derek Calloway garé à côté d'un Ford F-150 sombre, immatriculé, au nom de Victor Kowalski. Les 2 hommes étaient visibles au bord du cadre, debout près l'un de l'autre, en pleine conversation. Kowalski a longuement regardé la photo. Puis, il a demandé un avocat. Pendant ce temps, l'assistante de Rachel, Megan Torres, avait discrètement fait quelque chose que les enquêteurs ne lui avaient pas demandé de faire. Elle avait parcouru les archives des emails professionnels de Rachel, auxquels elle avait accès en tant qu'administratrice du bureau, et avait trouvé un fil de discussion que Rachel avait apparemment commencé, puis abandonné début septembre. Rachel avait fait des recherches sur les bénéficiaires des polices d'assurance vie. Plus précisément, elle avait envoyé un email à son avocat d'affaires, Howard Park, du cabinet Park & Delgado à McKinney, pour lui demander si sa police d'assurance vie de 2 millions de dollars, souscrite au nom de Calloway Interior Group, pouvait être restructurée afin de retirer Derek comme bénéficiaire secondaire avant que le divorce ne soit prononcé. Réponse de Howard Park, datée du 7 septembre. Oui, nous pouvons lancer cette procédure. J'aurai besoin de votre signature sur les formulaires de restructuration. Quand pouvez-vous venir ? Rachel n'avait jamais répondu. Elle était morte 11 jours plus tard. Vasquez avait pour la première fois une vue d'ensemble de la situation ce soir-là, dans son bureau du commissariat de Plano, sur Key Avenue, la ville étant calme derrière sa fenêtre. Derek avait transféré de l'argent. Il avait rencontré un homme ayant des antécédents violents. Il avait maintenu un alibi suffisamment solide. Et il était sur le point de toucher 2 millions de dollars provenant d'une police d'assurance dont sa femme avait tenté de le retirer, mais sans jamais mener à bien cette procédure. Toutes les pièces du puzzle pointaient dans la même direction. Ce dont Vasquez avait besoin maintenant, c'était la seule pièce que Derek ne pouvait pas contrôler. Quelqu'un qui avait été dans cette pièce. Sandra Okafor avait 63 ans. Elle était à la retraite du Plano ISD et promenait son Golden Retriever Biscuit tous les matins à 6h15 précises dans les rues de Whitmore Lane. Elle faisait cela depuis 4 ans sans variation. Elle ne s'était pas manifestée au début parce que, comme elle l'avait dit à l'inspecteur Vasquez lorsqu'elle l'avait finalement joint par téléphone, « Je n'avais pas réalisé que ce que j'avais vu avait une importance jusqu'à ce que je voie son visage aux informations. » Ce que Sandra avait vu le matin du 22 septembre était un Ford F-150 sombre, garé à 2 maisons de la résidence Calloway. Elle s'en souvenait parce que Biscuit avait aboyé dessus et parce qu'un homme assis au volant l'avait regardé d'une manière qui l'avait poussé à traverser la rue. Elle a décrit l'homme comme étant corpulent, la trentaine, avec une barbe rasée de près. Victor Kowalski était corpulent, âgé de 38 ans, et portait une barbe taillée de près. Sandra avait noté une partie de la plaque d'immatriculation par instinct, une habitude acquise au fil des années, passée à surveiller son quartier en tant que capitaine de quartier pour l'association des anciens élèves de l'Académie de police citoyenne de Plano. Les 3 premières lettres étaient VTK, a-t-elle déclaré à Vasquez. VTK, les mêmes initiales que VTK Consulting LLC. Le F-150 de Kowalski était immatriculé au nom de la LLC. Le bureau du procureur du comté de Collin, dirigé par le procureur Marcus Webb, a réagi rapidement une fois la déclaration de Sandra officialisée. Webb avait bâti sa carrière sur des poursuites méthodiques et il a vu ce que Vasquez avait rassemblé, un mobile financier, un complice placé sur les lieux, un créneau de 12 minutes et une victime qui avait tenté de retirer son mari d'une police d'assurance de 2 millions de dollars quelques jours avant sa mort. Les mandats d'arrêt ont été délivrés un jeudi matin. Derek Calloway a été placé en garde à vue dans le bureau de son avocat à Frisco, où il se rendait apparemment tous les jours depuis que l'enquête avait été rendue publique. Il n'a rien dit. Thomas Greer a parlé en son nom.
Victor Kowalski a été arrêté à son appartement de Kingsley Road à Garland à 6h40. Les agents ont trouvé un téléphone jetable dans un tiroir de la cuisine. L'analyse médico-légale a ensuite permis de récupérer 11 appels supprimés, tous passés vers un numéro enregistré sur une carte SIM prépayée achetée dans un Walmart à Rockwall. La carte SIM avait été activée le 15 août, 3 semaines avant que Rachel ne demande le divorce. À l'intérieur de la prison du comté de Collin, quelque chose a changé. Kowalski avait passé sa vie d'adulte à calculer les risques. Et le calcul avait changé. Il a demandé à rencontrer le bureau du procureur Webb 48 heures après son arrestation. Il est venu avec un nouvel avocat, non pas celui que le camp de Derek lui avait discrètement recommandé, mais un qu'il avait trouvé lui-même, une avocate pénaliste de Richardson nommée Paula Estevez. L'offre de Kowalski était simple. Il fournirait un compte-rendu complet de toutes les conversations qu'il avait eues avec Derek Calloway, y compris celle du parking du Quick Trip le 18 septembre, en échange d'un accord négocié. Marcus Webb l'écouta. Puis il décrocha le téléphone et appela Vasquez. « Il parle », dit Webb. Vasquez posa sa tasse de café. « Alors nous sommes prêts. » La réunion a eu lieu dans une salle de conférence du bureau du procureur du comté de Collin, située sur Louisiana Street à McKinney. Paula Estevez était assise à côté de son client. De l'autre côté de la table se trouvait le procureur Marcus Webb, l'inspectrice Lena Vasquez et un sténographe assermenté. Victor Kowalski avait l'air d'un homme qui avait fait le calcul et qui n'aimait pas la réponse à laquelle il avait abouti. Il a parlé pendant 2h40. Selon le récit de Kowalski, sa relation avec Derek Calloway avait commencé de manière informelle. Les deux hommes tiraient sur des cibles adjacentes à l'Elm Fork Shooting Sports de Dallas, un vaste stand de tir situé près de Luna Road qui attirait tout le monde. Des tireurs de compétition au groupe d'entreprises venus renforcer leur esprit d'équipe. Ils avaient discuté. Derek s'était montré amical, généreux de ses conseils sur le tir, avec cette sociabilité naturelle que les professionnels de la vente portent comme une seconde peau. La première conversation sérieuse a eu lieu en février 2021. Derek l'avait appelé à l'improviste. Il lui avait proposé de se retrouver pour déjeuner au Whataburger de Garland, un endroit délibérément banal. Au cours d'un repas que Derek a à peine touché, il lui a exposé ce qu'il décrivait comme un problème nécessitant une solution pratique. Sa femme, disait-il, avait construit quelque chose de précieux. Et la loi, en particulier les statuts sur la communauté de biens du Texas, ne lui donnerait pas ce qu'il estimait mériter à la fin du mariage. « Il n'a pas dit de la tuer », a déclaré Kowalski avec précaution au procureur. Pas la première fois. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse faire disparaître une situation. Je lui ai dit que je n'étais pas cette personne. Il a dit qu'il comprenait. Puis il m'a rappelé en avril. La conversation d'avril était moins abstraite. Derek avait fait des recherches. Il connaissait l'existence de l'assurance-vie sur la tête d'une personne clé. Il savait que Rachel n'avait pas encore modifié la désignation des bénéficiaires. Il savait qu'en vertu de la loi texane, un conjoint reste un bénéficiaire valide jusqu'à ce que le jugement de divorce soit prononcé et non simplement déposé. Il a présenté un chiffre à Kowalski. 40 000 $, la moitié avant, la moitié après. Le chèque de 8 500 $ à l'ordre de VTK Consulting, celui que Pruitt avait signalé, correspondait à la première tranche de la première moitié. Les retraits en espèces effectués par Derek au cours des mois précédents constituaient le reste. Kowalski a confirmé avoir reçu un total de 19 200 $ avant le matin du 22 septembre. Ce que Kowalski a décrit ensuite était d'une précision clinique et avait des implications dévastatrices. Derek lui avait fourni les identifiants de connexion du système de sécurité Ring pour la maison de Whitmore Lane. Il avait désactivé les détecteurs de mouvement intérieur la veille au soir. Un changement de réglage qui avait été enregistré à 23h47 le 21 septembre dans l'historique des activités de Ring, un détail que les techniciens légistes avaient signalé mais pas encore contextualisé.
Derek avait désactivé l'alarme de la porte d'entrée à 6h14 lorsqu'il était parti, mais il avait également, selon Kowalski, laissé la porte arrière du patio déverrouillée. Kowalski était entré par l'arrière. Il était resté à l'intérieur pendant 9 minutes. Il était parti avant que Derek n'atteigne l'échangeur I-635 en direction du sud. Les doigts du sténographe se sont brièvement arrêtés lorsque Kowalski a décrit l'intérieur de la chambre principale. Puis ils ont continué. Vasquez n'a pas détourné les yeux de son visage une seule fois pendant cette partie du témoignage. Quand il a eu fini, un silence particulier s'est installé dans la salle. Le genre de silence qui s'installe dans les espaces où des choses terribles viennent d'être dites clairement. Le procureur Webb a posé son stylo. « Et le deuxième paiement ?» a-t-il dit. « L'avez-vous reçu ?» Kowalski secoua la tête. Il a cessé de me rappeler après que les mandats d'arrêt ont été rendus publics. Le téléphone jetable a été désactivé. Le compte de la LLC a été vidé. Il regarda la table. Il allait me laisser tout prendre. L'accord de plaidoyer négocié par Paula Estevez a permis à Kowalski d'être accusé de meurtre au 2e degré, reconnaissant son rôle direct tout en reflétant sa coopération. En vertu du Code pénal du Texas, la peine serait déterminée par un juge du comté de Collin. Il témoignerait contre Derek Calloway lors du procès. En échange, le bureau de Webb accepta de ne pas requérir la peine de mort contre Kowalski. Il la requirent cependant contre Derek. Thomas Greer publia une déclaration depuis le cabinet d'avocats Greer & Pallister à Frisco le lendemain matin. Elle comptait 4 phrases. Elle décrivait les accusations comme reposant entièrement sur le témoignage intéressé d'un criminel condamné cherchant à obtenir la clémence et promettait une défense vigoureuse. Carla Simmons a lu la déclaration sur son téléphone dans le parking du tribunal du comté de Collin, puis s'est assise tranquillement pendant un long moment. Elle a ensuite appelé la sœur de Rachel à San Antonio. « Ils l'ont arrêté, dit-elle. Il va y avoir un procès. » Le procès de Derek Allen Calloway s'ouvrit un mardi froid de mars 2023 au tribunal du comté de Collin, situé sur Bloomdale Road à McKinney. L'extérieur en pierre claire du bâtiment ne laissait rien deviner. Comme toujours, il semblait être un lieu où les choses se réglaient tranquillement, sans drame. Mais ce qui se passa à l'intérieur n'avait rien de tranquille, ni de dépourvu de drame. Le procureur Marcus Webb avait traité 41 affaires de meurtre au cours de sa carrière. Il a déclaré plus tard à un collègue que le procès Calloway était celui où il avait le plus ressenti le poids de chaque document qu'il avait déposé. La déclaration liminaire de l'accusation a duré 53 minutes. Webb a présenté au jury, composé de 9 femmes et 3 hommes issus de tout le comté de Collin, l'architecture du plan de Derek Calloway avec la patience d'un homme qui comprend que les jurys ne condamnent pas sur la seule base de leurs émotions. Ils condamnent lorsqu'ils comprennent. Il a utilisé une seule grande pièce à conviction, montée sur un panneau d'affichage à côté du banc des jurés. Une chronologie. Elle commençait en février 2021 avec le premier déjeuner au Whataburger de Garland. Elle se terminait le matin du 22 septembre, avec le Silverado de Derek roulant vers le sud, sur la US 75, tandis que sa femme agonisait sur Whitmore Lane. Chaque point de cette chronologie était étayé par un document, un enregistrement, un document financier ou un témoin. Derek Calloway n'a pas perdu son sang-froid, a déclaré Webb au jury. Il n'a pas craqué. Il n'a pas agi sous le coup de la passion. Il a planifié la mort de sa femme comme il planifiait tout le reste dans sa vie. Méthodiquement, patiemment, et en accordant une attention particulière à ce qu'il avait à y gagner. Il a marqué une pause. 2 millions de dollars. Et une assurance vie de 2 millions de dollars. C'est ce que valait la vie de Rachel Calloway pour l'homme avec qui elle la partageait. La défense de Thomas Greer reposait sur un seul postulat agressif. Victor Kowalski était un criminel violent de carrière qui avait construit un faux récit pour échapper à la peine de mort. Ce n'était pas un argument déraisonnable. Le casier judiciaire de Kowalski était réel. Son accord avec le procureur était réel.
Les avocats de la défense avaient déjà démoli des témoins coopératifs pour moins que cela. Mais Greer avait un problème qu'aucun contre-interrogatoire, aussi habile soit-il, ne pouvait résoudre. Les journaux du système Ring. Le détecteur de mouvement intérieur avait été désactivé à 23h47 la veille du décès de Rachel, à partir du compte authentifié de Derek sur son appareil enregistré, à l'aide de son mot de passe personnel. Derek n'avait aucune explication valable à ce sujet. Son affirmation selon laquelle Rachel avait dû modifier elle-même les paramètres était contredite par les propres registres d'accès à l'appareil de Ring, qui montraient que la modification avait été effectuée à partir de l'iPhone personnel de Derek. La porte-fenêtre arrière avait également été examinée par des techniciens légistes. Son mécanisme de verrouillage présentait des signes de manipulation manuelle répétés, compatibles avec quelqu'un qui connaissait bien son fonctionnement. La sœur de Rachel a confirmé lors de son témoignage que Rachel avait l'habitude de vérifier 2 fois toutes les portes avant de se coucher. Elle ne l'aurait pas laissée ouverte. Puis vint Sandra Okafor. Elle a pris place à la barre le 4e jour du procès, vêtue d'une robe bleue et portant des lunettes de lecture, biscuite attendant à la maison sur Monarch Drive. Elle a décrit ce qu'elle avait vu sur Whitmore Lane avec la précision tranquille d'une femme qui avait passé 30 ans à diriger une classe de collège et qui n'était pas du tout intimidée par une salle d'audience. Lorsque Greer l'a contre-interrogée au sujet de la plaque partielle, elle l'a regardé calmement et a déclaré « Je suis capitaine de quartier depuis 6 ans, monsieur l'avocat. Je remarque des choses. C'est tout. » 2 jurés ont souri. Webb ne s'est pas permis de le faire. Victor Kowalski a témoigné le 6e jour. Il n'était pas un personnage sympathique. Il n'essayait pas de l'être. Il a répondu à chaque question d'un ton neutre et factuel qui, paradoxalement, le rendait plus crédible. Il n'a fait preuve d'aucun remords, n'a versé aucune larme calculée. Juste un homme décrivant ce qu'il avait fait et ce pourquoi il avait été payé. Lorsque Webb lui a demandé pourquoi il avait accepté de coopérer, Kowalski est resté silencieux pendant un moment, parce qu'il allait me laisser endosser seul la responsabilité. Et parce que... Il s'est interrompu. Elle n'avait rien fait à personne. Cette phrase a résonné longuement dans la salle d'audience. Le jury a délibéré pendant 11 heures réparties sur 2 jours. Le vendredi après-midi, il a rendu son verdict. Coupable de meurtre passible de la peine capitale, c'est-à-dire le meurtre illégal d'une personne dans le cadre d'un contrat en vertu de l'article 19.03 du Code pénal du Texas. Derek Calloway a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le bureau du procureur n'avait finalement pas demandé la peine de mort lors de la phase de détermination de la peine, une décision prise par Webb après avoir consulté la famille de Rachel. Sa sœur, Dana Whitfield de San Antonio, lui avait demandé de ne pas le faire. « Je ne veux pas passer les 15 prochaines années à des audiences d'appel », avait dit Dana à Webb à voix basse. « Je veux rentrer chez moi et m'occuper de ses enfants. » Victor Kowalski a été condamné à 35 ans de prison par le département de la justice pénale du Texas. Grâce à son accord de coopération, il pourra prétendre à une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. La question de savoir s'il l'obtiendra reste ouverte, mais Rachel Calloway ne sera plus là pour en être témoin. Calloway Interior Group n'a pas fermé ses portes. Carla Simmons, qui travaillait aux côtés de Howard Park, avait passé les mois du procès à stabiliser l'entreprise en fiducie pour les 2 enfants de Rachel, Avery, 14 ans, et Cole, 11 ans, qui vivaient avec Dana à San Antonio. Les actifs de la société, protégés juridiquement en tant que biens matrimoniaux de Rachel, restèrent intacts. La police d'assurance vie de 1-2 millions de dollars, qui faisait encore l'objet d'un litige au moment de la condamnation de Derek, fut finalement refusée à sa succession en vertu de la Slayer Rule du Texas, qui interdit aux personnes ayant causé la mort d'autrui de manière criminelle de tirer un avantage financier de ce décès. Après homologation, elle a été transférée à Avery et Cole.
L'inspectrice Lena Vasquez est retournée à son bureau sur K Avenue l'après-midi où le verdict a été rendu. Son partenaire avait apporté des collages d'un magasin de la 15e rue. Elle a repensé au dernier SMS de Rachel. « J'ai quelques minutes de retard. Garde-moi un collage. » Elle a mangé le sien à son bureau, puis elle a ouvert le dossier suivant. Rachel Calloway a bâti une entreprise de 2 millions de dollars dans un État qui récompense ceux qui construisent des choses. Elle méritait de voir ce qu'elle était devenue. Elle n'a pas pu le faire, mais ses enfants le pourront.